Alors, je vais démarrer pour vous dire, alors on va lancer donc ce webinaire donc, qui est co-organisé avec le Oui, réseau. bonjour Valérie. Est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour. Oui, on vous entend, Jacques. Pas de souci. Tout le monde vous entend. Donc, Euh, on va vous inviter peut-être à couper vos micros dans un premier temps et puis on vous invitera à les rallumer Bonjour Valérie. pour la période, pour la période des questions-réponses. Donc, je vous invite à peut-être couper voilà, vos micros si c'est possible. Le temps des présentations. Alors, merci à tous d'être présents. On va Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? enregistrer en fait ce webinaire. Merci de couper vos micros pour ceux qui n'interviennent pas tout de suite. Alors, bienvenue à tous. Voilà, Oui, bonjour Valérie. bienvenue à tous. Nous allons donc vous lancer donc ce webinaire autour de la thématique achat responsable. Pourquoi et pour qui, pour quelles raisons engager la démarche donc voilà. On est deux réseaux aujourd'hui à vous présenter ce webinaire. On est le réseau de l'AFQP en Aura et le réseau de... Je vais peut-être laisser Valérie peut-être présenter quelques minutes le réseau AFQP. oui, donc bonjour à tous. Donc l'AFQP Aura est une association reconnue d'intérêt général. Donc nous fédérons des responsables HQSE et notre mission, c'est de promouvoir les bonnes pratiques en termes de performance globale. Donc pour ça, on organise des petits déjeuners sous forme de visio tous les premiers mardis de chaque mois qui sont ouverts au grand public. Et nous avons des clubs, Club RSE, Club Énergie, Club audit interne, qui permettent de s'informer, d'échanger et de se benchmarker. Et donc voilà. Donc Julia, je te repasse la parole. Merci Valérie. Alors c'est vrai qu'on a vraiment du plaisir à travailler voilà, à nos deux réseaux. Nous, on a un réseau complémentaire à celui de la FQP. On réunit en fait les professionnels de l'écosystème logistique et transport. Quand je parle d'écosystème, c'est qu'en fait, on retrouve aussi bien des logisticiens, des transporteurs, prestataires logistiques, mais aussi des entreprises qui gravitent dans ce monde de la logistique avec les métiers de service, donc les équipementiers, les immobiliers, les personnes qui travaillent au niveau de l'emploi, de l'énergie, et finalement aussi des collectivités. On retrouve aussi des universités, des organismes de formation au sein du PILS. Donc voilà, un réseau assez riche. Et on est présent sur l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, pour nous, ce sujet des achats responsables était important parce que demandé aussi de la part voilà, de nos adhérents. Et on disait que sur la partie achat responsable, finalement, alors de quoi parle-t-on? On sait que les achats, finalement, c'est la fonction d'acheter, et on va avoir aussi des témoignages dans la matinée justement de responsables achats. C'est vraiment un levier majeur de transformation. On le sait dans nos organisations. Alors, si on reprend un peu la définition qu'on a dans la norme qualité ISO 20400, on voit finalement qu'un achat responsable, c'est un achat dont les impacts environnementaux, sociaux et économiques sont les plus positifs possibles sur toute la durée de cycle de vie et qui aspire à réduire le plus possible les impacts négatifs. Donc, on va le voir ce matin, acheter est justement peut-être un véritable acte responsable et pour moi, c'est aussi un véritable enjeu sur notre territoire régional. C'est un véritable enjeu pour transformer finalement aussi notre territoire, lui permettre de se décarboner. Et vous le savez, en logistique, transport, mais aussi en industrie, c'est un véritable enjeu autour de la décarbonation, mais aussi de la réindustrialisation de nos territoires et, j'allais dire, de l'emploi même de nos territoires. Pouvoir consommer sur place, pouvoir consommer le plus localement possible est important, avec une responsabilité sociétale et économique et environnementale voilà, de plus en plus importante. Alors,
on va s'arrêter là pour la partie introductive. Peut-être Valérie, est-ce que je peux te laisser la main pour introduire justement la suite, et notamment Michel? Donc voilà, on a demandé à Michel Auger, donc qui représente le Conseil national des achats, d'intervenir sur ce sujet. Il était déjà intervenu lors d'un atelier à l'AFQP Aura et on a souhaité avec Julia vous faire partager cette expérience et que Michel vienne nous parler de la charte, du label, du retour sur investissement. Donc Michel, à vous. Oui, bonjour à tous, merci. Alors, Je vous laisse prendre la main. oui, voilà. Voilà, est-ce que tout le monde voit? Très bien. Voilà, donc je vous transmettrai le document pour que vous puissiez le communiquer à tous les participants. Donc quelques mots tout d'abord sur le CNA, hein, qui est une association nationale qui regroupe plus de 20 000 adhérents sur toutes les particularités de la fonction achat et qui est présent sur toute la France avec 11 régions actives et notamment la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et l'association est également membre de l'IFPSM, c'est l'Association internationale des achats et de la supply chain, qui regroupe une cinquantaine de pays. Donc vous avez les missions du CNA qui sont de représenter la fonction achat, de valoriser cette fonction et de lui permettre de se développer, de se perfectionner. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on accompagne la transformation des pratiques avec les achats responsables et notamment avec la charte et le label en lien avec la médiation des entreprises. Je passe rapidement parce que vous l'aurez, hein, nous publions également 3 revues professionnelles. Profession Achat qui s'adresse plutôt aux acheteurs du secteur privé, Achetons public pour les acheteurs du public, et puis Excellence Achat qui est plus une revue académique. Et ces 3 revues sont disponibles sur notre site. Nous avons également ce qu'on a appelé des Achat Labs qui réfléchissent sur des thématiques particulières. Donc il y a bien entendu relations fournisseurs et achats responsables, mais aussi des thèmes sur la décarbonation, l'énergie, les transports, l'IA, les contrats informatiques. Voilà, donc vous avez les coordonnées pour pouvoir vous renseigner, vous connecter si besoin. Il y a un certain nombre d'événements qui sont organisés soit sous forme de webinaire, soit en présentiel, notamment en région Auvergne-Rhône-Alpes avec un comité de direction qui est extrêmement actif. Et donc, nous faisons entre autres la promotion de la charte et des achats responsables à travers un tour de France des achats responsables. Et donc, en novembre 2023, nous avons fait étape à Lyon, où il y a eu plus de 250 participants pour venir se documenter là-dessus. Voilà. Michel, la slide est figée. Est-ce que il est possible, parce qu'on ne voit pas le... C'est ennuyeux, oui. Voilà. Donc, je suis désolé, dès que je passe en diaporama complet, ça ne défile plus. Donc, voilà. Donc la démarche des achats responsables s'inscrit dans une démarche RSE globale et elle vient renforcer la démarche de l'entité. Alors bien entendu, c'est les objectifs de développement durable de l'ONU avec 17 engagements volontaires. C'est la norme ISO 26000 qui définit la RSE. Et puis spécifiquement sur les achats, c'est la norme ISO 20400. Il y a un certain nombre de fédérations professionnelles, comme la Fédération des entreprises de propreté, donc tout à l'heure vous aurez Marie Calotti de GSF, qui ont développé des chartes RSE et achats responsables spécifiques. Il y a la Fédération des entreprises de chimie, et puis il y a l'UIMM aussi, entre autres, qui ont développé des choses, et donc ça s'inscrive tout à fait là-dessus. Alors pour les achats, nous avons décliné ça en 2 modules. 1, la charte, et 2, le label, qui ont été co-conçus et co-créés et qui sont copilotés par la médiation des entreprises et le Conseil national des achats. Et nous avons structuré ça en ce qu'on a appelé un parcours national des achats responsables, de façon à être pragmatique et permettre à tout le monde de se lancer avec un questionnaire d'auto-positionnement, la signature de la charte,
Ensuite, s'appuyer sur son réseau pour progresser. Et puis pour ceux qui souhaitent aller plus loin et obtenir un label, eh bien, un nouveau questionnaire de maturité d'auto-évaluation et puis une évaluation. Voilà. Donc nous allons revenir successivement sur ces différentes étapes. Donc les 10 engagements de la charte, et vous avez le lien qui vous sera donné à la fin de la présentation, ce sont des engagements moraux. Donc je ne vais pas les détailler un par un, ils sont affichés. Le seul engagement qui est obligatoire, c'est la mise en place d'une fonction de médiateur fournisseur interne. Les autres, en fonction de la philosophie et des habitudes de l'entité, soit on signe un engagement et on s'engage à les mettre en œuvre, soit on attend d'être aux objectifs définis par ces 10 engagements avant de signer la charte. Les deux positions sont audibles et elles dépendent de la culture de l'entité qui signe. Aujourd'hui, on a un peu plus de 3100 signataires de la charte. Donc l'utilité de la charte, c'est que ça permet d'engager cette démarche achat responsable et relations fournisseurs en établissant une relation de confiance avec ses fournisseurs. Ça permet d'identifier et de cartographier les risques liés à sa chaîne achat et logistique. Et on voit que l'actualité nous montre que ça peut être important. Et ça nous démontre depuis maintenant 4-5 ans, il y a différents événements qui viennent perturber toute la chaîne achat et logistique. Ça pousse à agir sur les grands enjeux dans sa filière et sur ses territoires. Et puis, ça permet de contribuer à la performance globale de son entité avec la politique ESG ou RSE. Je vous passe toutes les exigences réglementaires auxquelles ça permet de répondre. Et puis, ça permet au final de se constituer un avantage concurrentiel, notamment si on travaille sur le cycle de vie et la décarbonation, qui sont deux sujets à la mode. Donc, sur la mise en œuvre, eh bien, il suffit de signer la charte. Et donc, on vous accompagne dans cette signature. La cérémonie peut être revêtir diverses formes. On s'adapte complètement à vos besoins. Et puis, si vous décidez de candidater au label, et en général, on constate que 80% des signataires de la charte s'engagent dans une démarche de labellisation dans les 12 à 18 mois de leur signature. Et donc l'évaluation est réalisée par un organisme tiers indépendant qui est un cabinet évaluateur agréé par le CNA et la médiation. Alors, pour cette mise en œuvre, la recommandation, c'est de mettre en place 3 responsabilités. Donc, ce n'est pas des créations de postes, hein, c'est des postes existants qui prennent ça en plus. Donc, un pilote de charte, c'est ni plus ni moins que le chef de projet. Si possible, un correspondant PME pour faciliter l'accès des PME, notamment quand on est un grand compte. Et puis, un médiateur fournisseur, qui est la fonction obligatoire, qui est impérativement positionné en dehors de la chaîne hiérarchique achat et qui sert d'intermédiaire en cas de litige avant que ça dégénère et qu'on en arrive en justice, ce qui permet de préserver la relation. Le label est quelque chose qui reconnaît et valorise la politique achat. Il est attribué par un comité constitué paritairement par un collège de la médiation des entreprises et un collège représentant le Conseil national des achats. Le label est attribué pour une période de 3 ans avec une revue annuelle en année 2 et en année 3. Toute l'évaluation est adossée à la norme internationale ISO 20400, ce qui permet d'attester vis-à-vis des tiers extérieurs, et c'est une norme qui est reconnue aujourd'hui par 42 pays. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on regarde au niveau du label? Puisque sur la charte, autant on est dans un engagement moral, et c'est l'entité qui fait en fonction de sa stratégie. Et donc, ce que je vous présente, c'est le nouveau référentiel qui sera en place à partir de la fin du mois. Donc, ceux qui seraient déjà labellisés et qui voient des évolutions, c'est normal. Et pour ceux qui ont l'intention de labelliser, ça me semblait plus naturel de vous montrer à quelle sauce vous allez être évalué.
Donc, 4 grands domaines sont évalués qui correspondent à une démarche normale. C'est est-ce qu'il y a une gouvernance et une stratégie? Comment c'est décliné? Quelle est la qualité de la relation fournisseur? Et enfin, quels sont les impacts sur l'écosystème, le territoire et les filières? Chaque domaine est évalué sous 3 angles. L'engagement est-il explicite? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelque chose d'écrit, de documenté? Est-ce que c'est mis en pratique? C'est-à-dire, est-ce que je fais ce que j'ai dit que j'allais faire? Et enfin, est-ce qu'un pilotage est en place? C'est-à-dire, est-ce que j'en mesure les effets et que je cherche à m'améliorer? Ensuite, on vérifie la cohérence du plan de développement. Est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il est cohérent? Et est-ce qu'il est piloté? Et enfin, le résultat de l'évaluation est exprimé suivant 4 niveaux. Premier niveau, c'est non tangible ou non réalisé. Donc, non réalisé, ça veut dire qu'il n'y a rien qui a été mis en œuvre. Non tangible, ça veut dire que le candidat dit qu'il l'a fait, mais il n'est pas capable de le prouver. Donc, comme c'est un audit, si vous n'êtes pas capable de prouver, c'est considéré comme inexistant. Ensuite, partiel ou incomplet, ça veut dire que la démarche est engagée, mais ce n'est pas encore au niveau requis. Probant, c'est le niveau requis. Et enfin, avancé, c'est un niveau de maturité supérieur. Et donc, vous avez l'exemple du tableau final d'évaluation d'un candidat réel, donc avec un code couleur qui correspond à chacun des niveaux. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne demande pas à tout le monde d'être parfait, surtout dans une première candidature. Par contre, ce qui est essentiel, c'est de n'avoir aucun non tangible ou non réalisé sur chacun des critères majeurs. Et donc, les critères majeurs sont identifiés par des petits triangles noirs. Voilà. Donc, ça veut dire que sur ces domaines-là, il faut au moins être jaune, et puis éventuellement sur des niveaux supérieurs. Voilà. Et puis rentrer dans une démarche d'amélioration continue. Donc l'intérêt du label pour une entité, c'est que ça permet de conforter la démarche RSE de l'entité, de valoriser le rôle des achats. C'est une démarche qui est totalement adaptable en fonction du secteur d'activité, de la stratégie, de la maturité des achats de l'entité. Parce qu'on ne demande pas la même chose à un fabricant de pneumatiques, à un constructeur immobilier et à un cabinet d'expertise comptable, par exemple. Donc chacun peut l'adapter. C'est une démarche qui est extrêmement opérationnelle et qui repose sur 3 étapes successives: définir un cap, le mettre en œuvre et le piloter. C'est un retour sur investissement rapide en interne comme en externe, puisque c'est un appui méthodologique pour structurer les processus achats. Vous avez une meilleure compréhension des objectifs business et amélioration de l'efficacité en interne. Une mise en visibilité évidente de la contribution des achats à la démarche RSE globale de l'entité. Ça crée une dynamique d'entraînement et de progrès mutuel avec les fournisseurs. Ça favorise une image et un rayonnement local, et puis ça développe un sentiment d'utilité et de fierté des équipes. Voilà, et ça permet de constituer des éléments de preuve pour la gouvernance. Alors, je ne vous donnerai pas d'éléments chiffrés sur le ROI parce que c'est extrêmement variable en fonction des secteurs d'activité, mais j'en veux pour preuve que les groupes qui sont engagés dans une démarche de labellisation depuis 15 ans, ils sont encore et ils sont toujours, malgré parfois 2 ou 3 changements de directeur achat. Donc, ce n'est pas une lubie personnelle d'un directeur achat qui a dit qu'il voulait se faire labelliser. Ça correspond à un véritable état d'esprit. Et le constat général, c'est que les équipes s'emparent du processus et deviennent automotrices de cette démarche de qualité. Voilà. Alors, vous avez quelques outils pour vous aider dans la démarche qui sont disponibles sur le site du CNA et de la médiation des entreprises. Et aujourd'hui, pour vous donner une idée, la communauté achat responsable, fin d'année dernière, donc c'est plus de 3100 signataires de la charte qui représentent environ 160 milliards d'euros d'achats, 136 labellisés, donc ça c'était au 31 décembre, il y a eu un comité cette semaine, et donc le nombre des labellisés est désormais de 141, et ça représente environ 184 milliards d'euros d'achats qui sont sous label.
vous avez, en cas de besoin, les contacts, donc côté CNA national, côté CNA régional, donc en Auvergne-Rhône-Alpes, Pierre Congar, qui est président du comité Auvergne-Rhône-Alpes et qui est directeur achat de SNF, et puis Marine Bouvreau, qui est l'assistante, et je crois que Jacques Fayet est normalement dans l'assistance, donc pourra aussi répondre aux questions qui concernent les activités du CNA Auvergne-Rhône-Alpes. Et côté médiation des entreprises, vous avez comme contact Laurent Denou, qui s'occupe plutôt des entités du secteur public, et Sophie Dixon, qui est plutôt entité du secteur privé. Voilà. Il y a quelques annexes, mais serviront de support si jamais il y a des questions. Et je vous propose de passer la parole à l'intervenant suivant. Merci beaucoup, Michel. Alors, on vous invite peut-être à... Alors, s'il y a quelques questions voilà, directement à destination de Michel, on a quelques minutes devant nous, donc vous pouvez tout à fait les poser. Sinon, on poursuit. Donc, je vous invite, voilà, pour ceux qui ont quelques questions à poser à Michel, à le faire peut-être maintenant. Sinon, je reste sur la fin et je répondrai aux questions. Ah, je vois que Nicolas Petit a une question. Oui, bonjour, Nicolas Petit, je suis le directeur général de Bioport. Enchanté et merci de porter cette thématique au sein du PILS. Moi, ma question, elle est un peu particulière dans le sens où moi, je suis plutôt un fournisseur responsable, dans le sens que l'ADN de Bioport sur la filiale insertion, c'est générer finalement de la prestation logistique par le biais d'activités économiques qui permettent à des gens de reprendre pied dans l'emploi. Et moi, je me pose la question du coup de la rencontre entre des fournisseurs dont l'ADN est strictement RSE et la structure que vous nous avez présentée sur les achats responsables. Est-ce qu'il y a des liens possibles à ce niveau-là? Oui, on ne peut qu'encourager les acheteurs à rentrer en contact avec des entreprises comme vous. Mais encore une fois, la démarche qui est proposée, c'est un cadre général que chacun adapte à son contexte et à son niveau et à ses besoins. Donc on n'impose rien. On peut recommander un certain nombre de choses de prestataires ou de fournisseurs, mais rien n'est imposé. Très clair. Du coup, il y a une possibilité de s'inscrire dans un annuaire, par exemple, et de se faire référencer ou entre guillemets valider d'une certaine manière ou pas du tout? Non, on fait pas ça. On encourage et on fait la promotion, mais on ne fait pas de mise en relation. D'accord, c'est très clair. Merci beaucoup. On va poursuivre la présentation. Bonjour à tous. Plus, Julien. Bonjour, Jean, je ne t'ai pas vu. Est-ce que je vois que tu es bien connecté? Je suis là, je vais voir si... Hop. Donc, Jean Tavernier, directeur RSE du groupe France Frais. Et je vais te laisser te présenter, bien sûr. Ok, j'ai partagé un écran, est-ce que vous le voyez? Impeccable. Bon, super. Bon, voilà, ça permet de résumer, quand on parle de France Frais, très rapidement, il y aura deux mots importants, fédération de distributeurs, enfin un groupe, et appartenance à des agriculteurs. Ça va conditionner et cadrer la façon dont on a envisagé les achats en tant que distributeur. Alors, pour vous expliquer un petit peu comment la structure du groupe, la maison mère est une coopérative agricole, les maîtres laitiers du Cotentin, donc on est perdu au fin fond de la Manche, un peu à l'autre bout, et exceptionnellement, chez nous, il doit faire presque aussi beau que chez vous aujourd'hui. Cette coopérative, à peu près 600 exploitations, 1000 sociétaires, pour se développer, a pris le parti, de transformer son lait. Donc il y a un pôle de transformation avec des outils qui étaient propres à la coopérative, mais aussi des sites qui ont été rachetés par la suite. Et surtout, là où il y a eu quelque chose d'un peu plus original, c'est de devenir distributeur de ces produits dans le circuit de la restauration.
Donc il y avait un double choix stratégique, c'est d'adresser le monde de la restauration plutôt que la GMS, tout simplement parce que au milieu des années 80, on se disait que le marché était moins bien adressé dans la restauration avec des contenants qui n'étaient pas très adaptés, grands contenants, etc. Et qui avait aussi moins besoin de budget de promotion pour exister sur ce segment-là. Et progressivement, toujours dans l'idée de garder la valeur pour le monde agricole, l'idée de devenir propre distributeur. Et aujourd'hui, par rachats successifs, la coopérative est devenue le numéro 2 de la distribution livrée en restauration. Et donc France Frais Rhône-Alpes est une des entreprises du réseau France Frais, avec donc 120 sites à travers toute la France, et France Frais Rhône-Alpes, c'est 6 ou 7 sites maintenant à travers la région. Peut-être même 8, je ne sais plus très bien. Et donc cette structure va conditionner un petit peu notre vision des achats responsables, puisque le but qui soutiendra toujours le discours, c'est comment on remonte la valeur au monde agricole, évidemment, puisque les actionnaires sont des sociétaires de coopératives. On n'a pas cherché encore aujourd'hui spécialement à structurer une démarche dans les référentiels, donc on n'est pas du tout parti sur un formalisme. Par contre, on essaye plutôt de continuer à creuser cet angle de comment on travaille dans la durée avec des fournisseurs et avec les producteurs. Donc évidemment, je vous ai segmenté ça en trois parties. On a des fournisseurs un peu particuliers dans le monde agricole. Et donc là, on est dans l'exemple parfait de la TPE. On est dans des entreprises familiales, très souvent sans salariés, uniquement avec une ou deux ou trois personnes qui seront en GAEC ou en EARL. Donc le premier point d'engagement, c'est vis-à-vis des producteurs laitiers, évidemment. Donc les producteurs sociétaires ont un statut à part puisqu'ils sont à la fois les propriétaires du groupe, mais aussi apporteurs de lait. C'est le principe d'une coopérative, hein, pour ceux qui ne seraient pas très connaisseurs. On est dans une société de personnes. Il y a un engagement de la coopérative à valoriser et à prendre, entre guillemets, à collecter l'intégralité du lait d'un sociétaire. Et le sociétaire s'engage par défaut à amener son lait à la coopérative. Après, il peut y avoir des accords particuliers pour des producteurs qui souhaiteraient transformer une partie pour faire un fromage fermier, par exemple, ou quelque chose comme ça. Mais le principe, c'est, et l'engagement de la coopérative, c'est on contractualise un volume de lait qui peut être apporté et la coopérative se débrouille pour le valoriser. Et tout le jeu, ça va être de valoriser ce lait qui est apporté régulièrement. Ça se fait dans une relation d'assez long terme. Le contrat de base est de 5 ans entre un producteur et la coopérative. La particularité aussi pour les maîtres laitiers du Cotentin, c'est que depuis plus d'une dizaine d'années, on a souhaité segmenter la collecte et ça a été une proposition. Ce n'est pas la coopérative qui a imposé à ses sociétaires un type de lait et un cahier des charges. Il y a eu une proposition de plusieurs cahiers des charges et les sociétaires ont choisi sur lequel ils voulaient s'engager. Donc il y a eu du lait bio, des producteurs, puisqu'on est dans des zones d'AOP en Normandie, donc le beurre et crème d'Isigny, et le camembert. Donc ce sont les deux AOP sur lesquels les producteurs peuvent se positionner. Il y a eu aussi un choix plus original à l'époque, puisqu'il y avait une attente client, notamment aux Pays-Bas, sur la notion de lait de pâturage, c'est-à-dire la garantie que les vaches passent bien un certain temps en pâture et ne sont pas, comme dans un certain nombre de pays, même européens, mais surtout en Amérique du Nord, par exemple, les vaches ne sortent jamais, elles sont en permanence en stabulation, voire à la tâche dans des box. Et donc, on a cumulé le double certification de lait de pâturage, alors plus de 120 jours garantis, et lait issu d'animaux nourris sans OGM. C'était une deuxième allégation, donc là on est dans le cadre de la réglementation sur les OGM, qui permet de garantir que l'alimentation des vaches est exempte d'OGM, pour autant qu'on peut le tracer, donc à moins de 1%. Et il nous restait, on aurait pu avoir du lait conventionnel, et on a dit, bon, on prend un pari, on va essayer d'amener les sociétaires sur la notion de lait bas carbone, avec une petite difficulté, c'est qu'autant les 3 premiers segments, ce sont des certifications, on demande à un organisme vérificateur de passer à la ferme ou à la coopérative, et le lait bas carbone, il n'y a pas
encore à date de validation claire, à part le label bas carbone, mais qui est peu développé. Donc ça, c'est un petit peu un segment encore qui est en développement, en besoin de reconnaissance pour la coopérative, mais c'était le pari de dire tous les sociétaires apporteront à la fois du lait, mais aussi une valeur sociétale sur le lait qu'on va pouvoir amener. Pardon. Pardon. Donc voilà, les différents cahiers des charges sur lesquels on proposait à nos sociétaires d'intervenir, le but étant évidemment de valoriser le lait sur l'aval. Mais la logique, et c'est pour ça que vous voyez que mes colonnes vont aller de plus en plus larges, c'est bien de se dire qu'on va faire attention à un certain nombre de fournisseurs, les 600 fournisseurs de lait de la coopérative, mais on en a quand même beaucoup d'autres. On a aussi des producteurs qui ne sont pas sociétaires, notamment sur des filiales de production que sont Yeofray à Toulouse ou la fromagerie Réau. Donc là, à nouveau, on va avoir peut-être on va avoir un cadre un petit peu plus, un peu moins formalisé, un peu moins fort, mais où on veut quand même développer de la relation de long terme et des démarches avec les producteurs. Donc même chose, on est sur des contrats à 5 ans à nouveau, pour que les producteurs aient le temps de voir venir. On est en AOP camembert chez Réau, puisque c'est et on va être sur du lait conventionnel sur le Yeofray avec les OP avec lesquels on travaille. On pourra aussi, par contre, avoir des cahiers des charges sur certaines démarches, notamment de la démarche HVE, haute valeur environnementale, pour un certain nombre d'exploitations chez Réau. Il y aura aussi un cahier des charges un peu particulier. Vous aurez peut-être noté, si vous avez l'œil très très fin sur les étiquettes des produits que j'ai mis en dessous, je vous ai mis des produits équitables. Donc, nous sommes les premiers à avoir fait certifier des produits à base de lait équitable par Max Havelaar France. Donc, on est sur du commerce équitable Nord-Nord. Et à nouveau, on a eu cette démarche de certification parce qu'elle nous paraissait cohérente avec l'engagement de valoriser le lait des producteurs et de leur amener une rémunération garantie dans la durée. Donc ça fait partie des cahiers des charges qui ne sont pas forcément liés à un segment particulier, mais qui peuvent se développer. Donc là, on était dans un cœur d'amont et de fournisseurs un peu particuliers qui est le monde agricole, mais France Frais Rhône-Alpes, c'est beaucoup plus de fournisseurs que ça. On a 2000 fournisseurs au total. Aujourd'hui, on n'a pas des mécaniques aussi formalisées avec ces autres fournisseurs. Par contre, il y a un engagement du groupe qui est devenu un des engagements majeurs de la démarche RSE. On avait 4 piliers de démarche RSE, on a mis 4 indicateurs prioritaires. L'indicateur prioritaire sur la thématique de l'engagement local, de l'impact local, c'est un engagement à faire plus de 90% de nos achats alimentaires, qui sont évidemment l'énorme majorité des achats du groupe, auprès de producteurs ou d'entreprises en France. Alors vous noterez que je ne vous parle pas d'origine France, parce que je ne suis pas capable de tracer au rang 2 ou 3 ou 4 de mes fournisseurs. Ça serait trop complexe et ça imposerait à des PME de faire répondre à des questionnaires. Alors d'où vient votre produit, etc. Donc on s'est dit on va déjà aller au rang 1, puisque ça on est capable de le tracer, puisqu'on sait d'où viennent nos approvisionnements, de quelles usines ils viennent. Et donc aujourd'hui on est à 91% de nos achats qui viennent de France, que ce soit sur des produits laitiers. Alors, notre métier principal, c'est toujours un petit peu l'équivalent du rayon bof, hein, beurre, œuf, fromage, mais aussi sur des produits frais, viande, charcuterie, surgelés aujourd'hui, de l'épicerie ou du sec alimentaire. Et donc ça, c'est un engagement qu'on a pris et qu'on a même intégré dans les critères du contrat contrat financier format Sustainability Linked. Pour ceux qui connaissent, le monde de la finance propose de plus en plus souvent d'associer des critères RSE sur les emprunts. Et donc aujourd'hui, l'intégralité du financement groupe est au format Sustainability Linked. Et ça veut dire concrètement, si on atteint les objectifs qu'on a mis au contrat avec les financeurs, on a un petit bonus sur les taux d'intérêt. Si on ne l'atteint pas, on a un malus.
Donc là, je ne fais pas certifier la démarche, je mets directement des sous en jeu vis-à-vis de nos financeurs. Et donc, on a mis cet engagement à plus de 90% en association avec le contrat des fournisseurs. Donc, l'engagement est au moins jusqu'à 2029, puisqu'il est contractualisé. L'autre aspect qu'on va suivre, alors là, c'est plutôt un indicateur de suivi aujourd'hui, c'est la part d'achats locaux. Alors, comme il n'y a pas de définition légale de l'achat local, on a pris le parti de dire une plateforme France Frais livre généralement son département, les départements limitrophes. Donc ici, on s'est dit, on va prendre les fournisseurs qui sont dans le département ou département limitrophe. Comme ça, on sait qu'entre le fournisseur et le restaurateur, il y aura 2 départements maximum. En gros, 150-200 km. On est sur une définition un peu large, mais assez classique du local. Et là, on voit quand même 13% de nos achats, et je parle bien de la totalité des achats alimentaires. Donc sur le 1,5 milliard d'achats du groupe, on est à 13% qui seront sur ce secteur, le département, etc. Avec évidemment dans ces fournisseurs locaux une majorité de PME, voire de TPE. Et ça, c'est tout le jeu de nos achats. C'est pour ça qu'on laisse beaucoup de marge de manœuvre en référencement dans les filiales, c'est-à-dire que les équipes France Frais Rhône-Alpes peuvent référencer leurs propres fournisseurs. Ils seront validés évidemment en termes d'information et intégrés à la base nationale, mais il y a bien cette possibilité pour les filiales du réseau de faire référencer leurs propres fournisseurs pour pouvoir avoir un bassin d'appro qui soit local et donc qui ait un petit peu cet impact qu'on attend des achats responsables. Vous voyez, on n'a pas cherché encore aujourd'hui à aller dans les chartes. On n'a même pas encore développé énormément les notions d'audit chez les fournisseurs parce que l'analyse de risque est quand même limitée en termes d'impacts sociaux, environnementaux, puisqu'on a mis une majorité en France. Et alors je vous dis 91% en France, et si je prends dans l'UE, on est à 98%. Donc on a volontairement en fait raccourci la chaîne d'approvisionnement. C'est un petit peu ça l'engagement qu'on veut prendre pour nos clients, de dire on va soutenir les filières agricoles françaises, on reste présent parce que c'est le sens même de la création de la coopérative et c'est ce qu'attendent les sociétaires, c'est qu'on soit un petit peu au service du monde agricole. Donc voilà, je voulais vous montrer cette vision un petit peu décalée. On n'est pas dans les standards, dans les référentiels RSE ou ISO 21400 habituels. On n'a pas pris encore ce type de démarche, mais on essaie plutôt d'avancer sur quelque chose d'historique et qui, à notre avis, est plus valorisable. Ouais. Merci beaucoup, Michel. C'est intéressant de voir, en effet, et on va le voir là dans la matinée avec les autres témoignages, justement à quel point les entreprises testent des choses, expérimentent, et ne sont pas forcément, en effet, tout de suite dans une démarche de labellisation. On va passer la main à Isabelle, Léa, Chloé et puis Marie. Je partage à nouveau mon écran. Et on passe sur toute autre chose. On n'est plus sur des produits agroalimentaires. Je vous laisse toutes les 4 peut-être prendre la parole. Je vais commencer par l'équipe de Vinci Facilities. Et puis, expliquez-nous un petit peu justement quelle est la démarche que vous avez réussi à lancer ensemble. Donc, bonjour à tous. Donc, nous, on est Vinci Facilities. Alors, il y a un écho. Je ne sais pas si... Oui, Isabelle, c'est ton micro. Donc, on est Vinci Facilities, on est des mainteneurs et on travaille dans le Facility Management. Donc, le Facility Management, le but, c'est de prendre soin des bâtiments, mais aussi de prendre soin des occupants. Donc, certes, on est mainteneur industriel, mais on prend soin aussi des occupants qui travaillent dans les locaux qu'on maintient. Aujourd'hui, donc on fait partie du groupe Vinci. Le groupe a des enjeux forts au niveau de la décarbonation avec 2 objectifs qui sont majeurs. Le premier, c'est de réduire de 20% nos émissions du scope 3 d'ici 2030 sur l'année de référence qui est l'année 2019. Et le deuxième objectif porte donc sur ces émissions du scope 3 qui représentent donc 95% de notre empreinte. Aujourd'hui, on est à 95% d'émissions en scope 3 avec les achats de sous-traitance notamment beaucoup et des achats de matériel. Le groupe a donc
élaboré un plan de transition et l'objectif, c'était donc pour nous, le service achat dont je fais partie, d'embarquer nos fournisseurs qui sont nos fournisseurs stratégiques. On ne pourra pas, dans un premier temps, tous les embarquer, mais de cibler les fournisseurs stratégiques et de les embarquer dans notre démarche de décarbonation. Donc, comment est-ce qu'on a fait pour les embarquer là-dedans? Le premier gros chantier qu'on a mené, c'est d'identifier ces fournisseurs stratégiques, de se dire est-ce qu'on part avec les fournisseurs de sous-traitance ou avec les fournisseurs de matériel, sachant qu'ils représentent tous les deux, comme je vous l'ai dit, 95% de nos émissions. Et ensuite, une fois qu'on les a identifiés, on a donc identifié des fournisseurs à moitié de sous-traitance et à moitié de matériel pour avoir une vraie vision sur l'ensemble de notre scope. Et ce qu'on a fait du coup en second temps, c'est une première rencontre très classique entre les services commerciaux de nos fournisseurs et nous, le service achat Vinci, pour présenter la démarche, leur expliquer le fait qu'on voulait les accompagner sur ce sujet de transition environnementale. Et ensuite, au travers de ce rendez-vous-là, de pouvoir avoir un contact en interne chez eux, qui sont un contact préférentiel pour discuter de ces sujets-là. Donc, ça peut être un responsable RSE, par exemple, ou comme chez nous, on les appelle chez Vinci des carbologues. Et donc, du coup, une fois que ces personnes-là ont été identifiées au sein de chez nos fournisseurs, l'idée, c'était d'engager un dialogue environnemental et sociétal avec le Carbon Manager Vinci et le responsable RSE chez nos fournisseurs. Donc le but, c'était vraiment de passer par une première phase de discours plutôt commercial, parce qu'on sait aujourd'hui qu'il est très important de les embarquer au niveau commercial, parce que ça reste le cœur du sujet, et ensuite de les amener sur une discussion plus technique, purement au niveau de la RSE, et de pouvoir parler d'égal à égal sans qu'on ait une discussion entre le carbologue chez nous et un commercial qui n'aurait pas forcément de valeur ajoutée. Et du coup, je vais passer la parole à Isabelle Papin, qui est responsable. Je te laisse te présenter. Là, tu m'entends? Oui, tout le monde m'entend. Donc, après cette étape-là, donc moi, je suis moi-même donc carbologue. L'idée, c'est d'avoir vraiment un binôme achat-environnement pour aller à la rencontre de ses fournisseurs et sous-traitants. Et donc, lors de cette rencontre-là, on fait signer une lettre d'engagement à la personne, à notre interlocuteur. Pourquoi? Parce que pour nous, l'idée, c'est de sceller un engagement de décarbonation avec cet amont de la chaîne. Donc, le premier step pour nous, c'est de récupérer l'empreinte carbone de notre sous-traitant fournisseur, s'il l'a calculé. Et dans tous les cas, c'est de signer aussi un engagement de notre part de l'accompagner dans la décarbonation. C'est-à-dire que nous, on va aller suivre ces personnes-là. Donc, le fait d'avoir fait un premier rendez-vous, ça permet aussi de jauger la maturité RSE de notre fournisseur ou notre sous-traitant. Et après, de tirer les ficelles, de se dire, bon voilà, de quelle manière on va aller et dans quelle voie de la décarbonation on va pouvoir, nous, vous accompagner et tout du moins vous diriger. Donc, notre objectif, ça c'est notre objectif pour 2026, cette co-construction. Et par exemple, en fait, avec GSF, donc qui va intervenir juste après, ça peut être des exemples locaux où on se réunit avec nos clients, donc en tripartite, et se dire, ben voilà, sur ce site-là, on va plutôt utiliser certains produits pour préserver à la fois le personnel et puis l'environnement. Donc, ça a été le cas avec l'utilisation de produits de nettoyage écologique certifiés EcoCert, qu'on a déployé sur un de nos sites clients. Et ça peut prendre aussi d'autres voies comme accompagner le client sur la décarbonation de sa mobilité aussi. Nous, ce qu'on voulait vous dire aussi, c'est que les facteurs clés de succès de cette démarche-là, c'est vraiment dans la posture de co-construction.
Donc, à la fois avoir un binôme en achat et en environnement, vous voyez que Léa Chamet, sous sa casquette d'acheteuse, elle est capable de parler carbone désormais. Elle est capable d'embarquer nos fournisseurs dans un discours comme ça, même si après, nous, on vient en tant qu'experts en support. Mais en tout cas, c'est crucial pour mettre en œuvre cette démarche-là. Et le deuxième axe, c'est d'être vraiment voilà, en accompagnement en fait de ces sous-traitants-là. Et le lien avec Marie Calotti, on le fait lors de ces webinaires parce que nous, on voit qu'on travaille sur l'amont de notre chaîne pour fournir un service décarboné. Et Marie va vous présenter plutôt son amont à elle. Voilà. Donc, je donne la main à Marie Calotti. Très bien, merci. Alors effectivement, GSF s'engage à embarquer ses fournisseurs dans une stratégie de bas carbone. Donc je rappelle que nous sommes leaders dans la propreté, leaders français dans la propreté et le multiservice, et que nous sommes certifiés Bicorp. Et on se distingue par notre engagement RSE qui est très fort. On a une forte culture du dialogue depuis de nombreuses années. Et nous nous sommes lancés début 2025 dans la mise en place d'un club fournisseur donc qui vise on va dire, à aller vers une démarche RSE collaborative. Donc, c'est une initiation innovante et nous avons démarré ce club par la décarbonation de nos achats. Ce club regroupe un certain nombre de nos partenaires et avec eux, nous allons co-construire et promouvoir des solutions durables. Donc, on échange sur nos bonnes pratiques RSE, on développe des innovations, les fournisseurs proposent des produits à faible impact carbone et tout ceci est mis dans un catalogue dédié accessible à nos acheteurs avec un critère bas carbone. Donc, aujourd'hui, on est capable d'offrir à nos clients une offre estampillée bas carbone. On a effectivement depuis de nombreuses années une politique d'achat responsable, renforcée par notre label Relations fournisseurs achats responsables que nous portons très fièrement depuis 2018 et qui favorise les relations que nous entretenons avec nos fournisseurs, relations équilibrées et durables et éthiques. En parallèle de ça, également, on a mis en place ce qu'on appelle des journées achats organisées en région. Ce sont des tournées régionales qui sont l'occasion pour nos fournisseurs de promouvoir un certain nombre d'innovations. Et quand on parle d'innovation chez nous, on ne parle pas que d'innovation technologique, on parle aussi d'innovation responsable. Donc, c'est un véritable atout pour l'ensemble de la production du Rouge GSF d'avoir cette opportunité. D'ailleurs, je pars demain justement en déplacement pour un club fournisseur et jeudi, une journée achat qui sera sur la région lyonnaise où nos fournisseurs seront présents et on va parler d'achat responsable et notamment de recyclabilité de l'eau et de récupération des eaux de pluie parce que c'est un vrai sujet chez nous. Voilà, donc nous visons également à réduire notre impact carbone dans le cadre du scope 3 puisqu'il faut qu'on réduise de 44% nos émissions. Nous évaluons nos fournisseurs de manière très régulière sur la partie maturité RSE. On les accompagne également au travers d'audits et de réunions annuelles que nous faisons avec eux. Voilà, donc dans une logique de progrès et d'amélioration continue. Donc, ce que je dirais en conclusion, c'est que notre objectif, et ça a toujours été, c'est de travailler main dans la main avec nos partenaires, ce qui nous permet de consolider des relations durables et de consolider également nos relations commerciales, tout en réduisant notamment notre empreinte carbone, qui est un véritable enjeu pour nous aujourd'hui. Et cette collaboration forte que nous avons avec nos partenaires favorise le partage des bonnes pratiques en termes de RSE. Et on est ainsi dans une dynamique, j'ai envie de dire, collective de gagnant-gagnant. Et ceci bénéficie à toute la chaîne de valeur. Et c'est très, très important pour nous. Voilà ce que j'avais à dire sur ce point-là. Merci, merci beaucoup Marie. Merci à toute l'équipe, à toutes les quatre, parce que c'est quand même assez, c'est intéressant de voir que les grands groupes se sont emparés, on va dire,
on va dire, de l'ensemble de cette démarche et sont aussi moteurs sur l'ensemble de la chaîne. Je vois qu'il y a Valérie qui lève la main. Et moi, je voulais vous poser une question. Comment vous faites l'adéquation entre les achats responsables et le prix? Et à un moment donné, comment vous faites évoluer peut-être les habitudes anciennes des acheteurs historiques qui étaient en premier le prix? Parce que souvent, c'est ce que les entreprises objectent en disant, mais d'abord, on est sélectionné par le prix. Donc, on n'arrive pas à faire de la RSE parce que parfois, nos produits sont plus chers parce que justement, on a eu des démarches RSE. Alors, si je peux, je vais répondre pour ma part, en tous les cas, quand on sélectionne un fournisseur chez nous, il n'y a pas que le prix. Dans nos prérequis de sélection, il y a une grande partie qui est RSE. Et bien évidemment, on est acheteur. Évidemment, on va regarder le prix, mais on va regarder également toute la partie RSE et on a fait évoluer nos fournisseurs. La satisfaction que l'on a aujourd'hui, c'est qu'on arrive à faire grandir nos partenaires, à leur expliquer que oui, à une époque, le prix et le service, c'est important, bien entendu, mais aujourd'hui, on a aussi cette partie RSE qui est très importante. Le cycle de vie du produit, c'est très important. Et on arrive, et c'est vraiment une satisfaction pour l'équipe, à tirer vers le haut nos partenaires, à tel point que je vais vous citer une anecdote. Il y a 3 ans, on avait fait un audit lors d'un appel d'offres chez un de nos partenaires, et il a été très honnête avec nous. Il nous a dit, la RSE, nous, on n'a rien, mais on vous a entendu, on vous a écouté, on a compris. Et comptez sur nous, dans un mois, on vient vous voir avec un plan d'action. Et effectivement, ils sont revenus un mois après avec un plan d'action que l'on a suivi, notamment dans ce plan d'action, il était question d'embaucher une personne qui allait s'occuper de la RSE. Et on est à 3 ans. Et à 3 ans, aujourd'hui, ils ont signé la charte relations fournisseurs achats responsables. Et je les ai eus la semaine dernière pour les accompagner sur le label, Relations fournisseurs achats responsables. Et donc pour nous, ça, c'est un exemple c'est une grande satisfaction puisqu'un fournisseur qui, il y a 3 ans, était vraiment, alors la RSE, il en avait entendu parler, bien évidemment, mais il n'était absolument pas dedans. 3 ans après, il est bien mature et en plus de ça, il s'inscrit pour être labellisé. En tout cas, il a envie d'y aller. Et donc ça, c'est important. Dans nos contrats cadres, nous avons une clause, nous avons plusieurs clauses, notamment clause climat, plusieurs clauses en lien avec la RSE. Et en même temps, nous avons une clause donc, qui incite nos fournisseurs à aller vers ce label qui est vraiment important et qui est un véritable aussi levier commercial, il faut le dire aussi. Donc voilà comment nous faisons. Et aujourd'hui, nos fournisseurs avec qui nous travaillons, ils le savent très bien. Ils savent qu'il n'y a pas que le prix, il y a aussi tout ce qui est à côté. Parce qu'on peut toujours trouver le moins cher, c'est facile. Mais trouver un fournisseur qui fasse du prix raisonnable, on va dire ça, et qui a une partie RSE mature, c'est moins évident. Mais aujourd'hui, nos partenaires se sont engagés là-dedans. D'accord, merci. Voilà, je vous en prie. Merci. Alors, on va découvrir notre dernier témoignage qui a fait appel, on va dire, à une expérimentation qui est menée en local sur le Nord-Isère. Et qui lie une PME qui est 3B emballage et qui fait de la vente de palettes et puis qui va expliquer un petit peu quel est son modèle et comment il a changé de modèle. Et puis, on a Manel Bendref qui est alternante QHSE de DSC, qui fait partie du groupe Saint-Gobain, qui remplace au pied levé très gentiment son responsable qui était Pierre Honreau, responsable QHSE. Alors, tous les deux, vous avez préparé une petite présentation. Ils sont à côté de moi. Oui. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Je vous laisse la parole. Oui, très bien. En l'occurrence, bonjour à tous et à toutes. Je suis Monsieur Bouchou Afid. Je représente la société 3B Emballage, société spécialisée dans le recyclage et la fabrication de palettes. Vous comprendrez que la RSE, c'est le propre de notre ADN dès lors où effectivement on parle de recyclage. L'activité s'articule autour de la fabrication, la réparation et la revalorisation de palettes. On a une approche qui est effectivement basée sur l'économie circulaire, puisqu'effectivement, de plus en plus, nous approchons des sujets avec nos clients sur la base de leur RSE. Et on est aussi adossé à des partenaires majeurs, des acteurs majeurs pour pouvoir
ces sujets d'optimisation auprès d'un grand groupe, puisqu'effectivement, là, on parle d'un groupe qui est connu nationalement, voire même internationalement, qui est Saint-Gobain, et comment cette entreprise était intéressée à travailler avec une PME telle que la nôtre, qui est pour le coup plus petite, et qui avait une forme d'expertise. Donc, l'idée, c'était quelles étaient les questions qui permettaient d'être moteur. Donc, la question, c'était pourquoi engager un modèle in situ. Donc, le modèle in situ traduit effectivement des ateliers en mobilité à même les sites de nos clients logistiques. Donc, ça permet effectivement de réduire les transports, de réparer plutôt que de détruire, d'optimiser la gestion des stocks. Donc, c'est extrêmement important dès lors où il y a un taux de couverture de stock qui était avant cette période in situ de l'ordre de 20 jours. Et après des opérations à même les sites, on est passé à 7 jours. Alors comment? Ça passe par, on va au-devant d'un atelier, c'est-à-dire on met un atelier avec toutes les normes acoustiques qui permettent effectivement de travailler à même le site sans pour autant déranger les opérations qui sont déjà en place. Mais c'est aussi assurer le montage de certaines palettes, puisqu'elles s'articulent autour de palettes neuves et potentiellement autour de palettes adosseraient. Donc, ces palettes adosseraient, c'est des palettes qui sont somme toute volumineuses, qui occupent de la surface. Et donc, voilà, vous pouvez les voir au travers la deuxième photo, en partant de la gauche. Et là, pour le coup, voilà, aujourd'hui, cette installation, c'est effectivement cette fameuse mobilité avec des bâches acoustiques qui permettent de travailler. On a un atelier qui est déplacé. On assure le montage et la fabrication directement à même les sites. Et on va au-devant de la réparabilité, puisque c'était la question qui était posée tout à l'heure. Donc, dès lors où aujourd'hui, on assure des prestations, de réparation. Alors, donc, ça traduit bien sûr une réduction du nombre de déchets, puisque les palettes qui étaient destinées au broyage et au roll packer, aujourd'hui, sont récupérées pour être réutilisées dans un circuit. Donc, les chiffres, on va les annoncer. Alors, peut-être on peut revenir sur la slide juste avant, là, pour expliquer un petit peu, encore une fois, voilà, pour expliquer l'ambition qui est commune, bien sûr. L'idée, c'était effectivement de tester de nouvelles approches. C'est ce qu'a voulu mettre en avant la STAC, donc, qui est effectivement représentée par Manel aujourd'hui. Mais c'était aussi expérimenter des nouvelles solutions, déplacer un environnement externe vers quelque chose, vers une entreprise, c'était compliqué. L'idée, c'est qu'il fallait effectivement respecter des procédures. Mais aussi, l'idée, c'était d'optimiser ces flux logistiques. Et simplement pour information, dès lors où on parle de palettes adosserées et qu'on a optimisé un camion, on est à peu près à 250 voire 300 palettes dans un camion. Dès lors où la projection se fait en mode in situ, on passe à peu près entre 700 et 800 pièces qu'on peut assembler directement chez le client. Donc, c'est dire le nombre de rotations en moins, puisqu'il y a, vous allez pouvoir le voir au travers le slide suivant, mais l'idée, c'était aussi de parler de l'engagement de la STAC. L'idée, c'était aussi de faire valoir un petit peu leur approche RSE avec cette envie et cette volonté de faire évoluer. On l'a vu au travers les témoignages précédents, qu'effectivement, les grands groupes sont intéressés. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure à Julia. Je disais combien c'était important que les grands groupes étaient intéressés et intéressants pour ce type d'approche. Mais aujourd'hui, effectivement, ça est en train de se traduire un peu plus bas, finalement, auprès des PME qui existent. Je prends la mienne pour exemple, mais il y en a forcément d'autres initiatives qui sont aussi intéressantes et qui permettent effectivement d'aller chercher toute cette optimisation, cette décarbonation, cette empreinte carbone qui fait défaut et pouvoir aujourd'hui engager des choses, des solutions qui sont vertueuses pour chacun, quoi. Manel, est-ce que tu peux nous dire un petit peu justement qu'est-ce qui a fait que DSC, enfin la STAC Saint-Gobain, s'est engagée dans cette démarche? Alors nous, en fait, nos motivations, donc c'était bien avant que j'arrive, mais en fait, les motivations de mon responsable, donc Pierre, c'était de réduire le nombre de palettes neuves achetées et donc en fait de faire disparaître ce nombre-là. Donc en priorisant la réparation in situ, donc ce que Afid vous a expliqué tout à l'heure. Donc en fait, nous aujourd'hui, on a donc un atelier réparation par semaine et donc on envoie en fait nos palettes directement dans cet atelier-là. Et tout ça en fait dans un but d'améliorer donc le taux de recyclabilité
donc qui à fin décembre était à 45%. Donc 45% de nos palettes étaient en réparation et ne cesse d'augmenter, on va dire. Donc ensuite, on a réduction des déchets. Donc je prends juste un exemple. Avant, on était à 6 bennes par semaine. Aujourd'hui, nous sommes à 3 par semaine. Donc on a moins 50%. Réduction en fait des transports, optimisation des flux. Donc, par exemple, nombre de camions. Un exemple encore, avant, nous étions à 3 camions par semaine, donc de palettes qui venaient chez nous. Et aujourd'hui, en fait, on est passé à 1 camion toutes les 2 semaines. Donc, il y a vraiment cette thématique-là concernant le transport, en fait, les camions, réduire vraiment au maximum le nombre de camions. Et enfin, après, on a aussi la réduction des postes, surtout au niveau des achats. Donc voilà. Donc, je parlais du taux de recyclabilité, donc 48%, 200 tonnes de bois préservés et 54 transports évités. Et en fait, nous, je dis nous, mais Pierre, ce qu'il a beaucoup aimé avec 3B et ce qu'on aime beaucoup avec la collaboration, la collaboration qu'on a avec 3B, c'est qu'en fait, on a une relation de confiance et une réactivité, ce que j'appelle moi plus. Donc en fait, c'est si nous avons un problème, on est en panne de palettes, 3B n'hésitera pas à envoyer un camion dans l'après-midi ou le lendemain matin. Donc, et c'est cette proximité-là en fait qu'on a avec 3B qui fonctionne tous les jours et qui fait que la collaboration elle va, on va dire, avoir une pérennité dans le temps. Donc voilà, c'est ça, ce que j'appelle moi un service plus. Donc voilà. Très bien. Merci à tous les deux. Alors, est-ce que, Afid, tu peux nous dire un peu, parce que c'est finalement source d'innovation aussi, d'être directement chez ton client C'est ça. C'est un laboratoire hein, pour le coup, parce qu'on fait des tests de manière régulière, puisqu'effectivement, il y a un vrai échange. On n'est pas forcément basé au bout du bâtiment. On travaille avec eux, ne serait-ce que pour les montées en charge. Donc, on travaille au moyen d'un Google Drive qui permet effectivement de partager les informations sur les montées à venir, mais ça traduit aussi des nouveautés. Dès lors où il y a des sujets très spécifiques, à partir de là, on intervient, on fait effectivement un échantillonnage qui permet de faire évoluer les pratiques logistiques et toujours vers de l'optimisation. Alors pour ce faire, la nouvelle palette qui a vu le jour, c'est notre dernière innovation, c'est une palette qui est brevetée, qui est plie-plane, qui elle, c'est une palette qui porte son nom, qui se plie. Donc tout l'enjeu de cette lecture, c'est de pouvoir effectivement pouvoir livrer, assurer cette notion de circularité et assurer quand même que le produit qui va être sur le marché va être assez robuste pour pouvoir assurer ces mouvements entre le cas de la STAC, c'est entre les bâtiments logistiques vers ces agences et l'idée c'est de faire revenir. Donc toujours consommer moins de bois et de palettes, toujours réduire au maximum les interactions en termes de logistique en réduisant effectivement cette empreinte carbone au moyen d'innovation. Donc là, aujourd'hui, c'est le test qui est en train de se mettre en place sur la STAC avec différentes dimensions pour répondre aux besoins. Donc la RSE, c'est ce qu'on se disait, dès lors où il y a un grand groupe qui fait confiance à une PME comme la nôtre, ça permet d'aller jusque dans les quais, ça reste plus, on va dire, un slogan marketing, c'est quelque chose qui se fait au quotidien et donc permet effectivement d'aller à la fois préserver des ressources, optimiser et assurer que la réparabilité, elle soit beaucoup plus intense que celle qu'on connaît aujourd'hui. Même s'il y a une vraie évolution, parce que je rappelle que tout à l'heure, Manel a fait état d'un pourcentage, mais il faut rappeler que le N-1, il y avait 0%. Donc, on est passé de 0% à 45%. L'idée, c'est de continuer dans cette optique-là. Alors, tous ces projets sont co-construits, d'accord? Donc, l'idée, c'est de continuer à développer des solutions au moyen d'un échange permanent avec nos clients, c'est extrêmement important. Renforcer l'économie circulaire, ça traduit tout ce on doit à la fois en tant que PME, parce que vous le soulignez tout à l'heure, c'est très important de rappeler qu'il est intéressant que même les petites PME soient intéressées à la RSE. C'est ce qu'on a fait. Pour le coup, pour pouvoir travailler avec la STAC, il a fallu comprendre la RSE, la leur, pour pouvoir la mettre en place. Après,
pour rebondir au niveau des achats, malheureusement, tous les achats ne font pas écho à l'RSE, hein, parce que dès lors où on fait achat, pour nous, en tant que fournisseurs de palettes, il faudrait aussi considérer la collecte. Et souvent, c'est deux choses différentes. Et lorsqu'on fait des RSE, l'idée, c'est de faire des mouvements entre la livraison et les enlèvements pour pouvoir optimiser ces tours. Alors encore une fois, je rappelle que la transition écologique ne dépend pas d'un seul acteur. Il faut effectivement qu'il y ait des personnes qui s'engagent, et c'est le cas aujourd'hui avec Manel, avec Pierre, avec Loïc, mais aussi Alexandra, qui sont aujourd'hui à la STAC et qui ont cru à ce projet. Et moi, je rappellerai effectivement qu'il est intéressant qu'il y ait un engagement de chacun pour voir un peu plus loin que cette dimension achat. Et j'ai voulu citer deux petites citations. Donc la première, c'est que celle de Jean Baudin qui rappelle qu'il n'est des richesses que d'hommes. Donc il est important que ce projet se dessine avec l'ensemble des acteurs au sein même de la structure. Et rappeler qu'à la dimension qui est la nôtre, et là je fais un rappel à Pierre Rabhi qui rappelait que dans son association Le Colibri, qui disait que même le colibri fait sa part. Donc, il est important que nous-mêmes, en tant que petite industrie, qu'on puisse accompagner les démarches des grosses entreprises et vice-versa. Donc, voilà. À l'origine de l'initiative, est-ce que c'est plutôt la STAC qui est venue vers vous ou plutôt vous, 3B Emballage, qui avez proposé cette innovation à la STAC? Alors, on a fait la démarche, on a engagé nous-mêmes la démarche auprès de la STAC, mais on a eu un écho rapide dès lors où, comme je vous l'expliquais, leur politique RSE est collée effectivement avec nos objectifs. Donc, il a été plus simple pour nous d'aller au-devant de la structure en appuyant sur cette approche-là et en considérant qu'on ne se trompait pas dès lors où ça correspondait à leurs objectifs à 2030. Donc, une petite structure peut proposer à un grand compte une innovation et que ça soit accepté. Donc, ça, c'est chouette. Oui, et sachez que ça a fait écho, puisque ce qui est mis aujourd'hui en place au sein de la STAC est mis aussi au niveau national. Aujourd'hui, c'est de la mobilité qui se traduit à la fois à Lille, à la fois à Marseille, à la fois à Paris, où effectivement, on a des équipes qui sont dédiées et qui assemblent, réparent et reconditionnent des palettes et qui remettent dans le circuit. Merci. Voilà. Merci à vous. Alors, merci à tous les intervenants. Enfin, moi, je suis ravie de pouvoir avoir eu l'ensemble de l'écho, de toutes ces initiatives, et il y en a sans doute d'autres au sein du réseau du PILS et de la FQP. On a juste donné un petit extrait. On va donner la place un petit peu aux questions, à vos réactions. On a du temps, donc les intervenants sont là, ils sont à votre écoute. J'ai vu qu'il y avait une personne qui avait levé la main. N'hésitez pas à prendre la parole. Du coup, je me lance. Merci pour vos témoignages. J'avais une petite question plutôt du côté, je pense, de la STAC. C'était de savoir, est-ce que aujourd'hui, par exemple, il y a déjà eu une réflexion de fait pour pouvoir mutualiser, par exemple, avec d'autres entreprises. Donc, je ne situe pas trop où la STAC et sur le territoire, mais est-ce qu'il y a déjà eu une réflexion, par exemple, de mutualiser sur votre site, vu que vous avez mis en place un atelier de réparation, de pouvoir créer en fait une collaboration avec des entreprises qui sont voisines pour pouvoir peut-être en fait créer de l'économie circulaire sur par exemple une zone industrielle. Je ne sais pas si ça a été une réflexion que vous avez menée ou pas, ou si c'est des choses qui sont envisageables, par exemple. La mutualisation se fait beaucoup à la dimension du groupe. Effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'Institut qui a été mis en place à la STAC à Satolas fait écho auprès des autres STAC, puisque quand on connaît la dimension des STAC, il y a pratiquement une cinquantaine de sites répartis sur l'ensemble du territoire national avec des hubs logistiques qui sont assez importants. Et c'est les bonnes pratiques. Et c'est là aussi où il y a des réunions entre responsables des méthodes, dont fait état Pierre, dont est présent Pierre, pardon, et à partir de là, chacun explique les bonnes pratiques. Voilà. Et c'est là où effectivement les résultats mesurables permettent effectivement d'engager par la suite. Après, il y a une temporalité à tout ça, parce qu'effectivement, chacun n'est pas habilité ou chacun n'a pas le temps de faire.
Donc, il y a d'autres objectifs, il y a d'autres projets, il y en a qui sont en construction, il y en a qui démarrent les projets. Mais là, aujourd'hui, effectivement, les planètes étaient alignées. La temporalité a permis de faire ça, puisqu'il y avait un vrai sujet, il y avait un vrai besoin. Alors après, est-ce que, et là, ce serait plus à la stack de répondre, mais est-ce que la dimension au plus près d'entreprise, c'est ce qu'ils ont fait quelque part, et c'est ce qu'expliquait aussi Manel dès lors où elle disait, il y avait quand même cette flexibilité, cette réactivité qui permet d'arriver au plus près. On est à moins de 10 km du site, donc ça permet effectivement déjà d'assurer les montées en charge et potentiellement de répondre dès lors où il y a un besoin plus important. Après, je ne sais pas si je réponds complètement à votre question, mais voilà, c'était plus dans cette lecture qui a été engagée aujourd'hui, la démarche, quoi. Ok, non, très bien. Oui, je vois tout à fait ce que vous voulez dire. Et après, du coup, donc, c'était effectivement savoir si, par exemple, si on a des entreprises voisines qui sont peut-être plus petites, mais qui souhaiteraient faire bénéficier de leurs palettes qui deviennent en fait, qui sont pour eux un déchet et qui n'auront pas l'occasion peut-être ou pas la dimension de les réutiliser, par exemple. Dans le cadre du PILS, on travaille ces sujets-là, mais c'est une très bonne question et en effet, l'idée c'est que les plus gros puissent entraîner les plus petits, donc complètement. Après, il faut aussi considérer que ce n'est pas toutes les mêmes palettes, quoi. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas les mêmes dimensions, donc c'est un peu plus difficile. Tiens, je vois qu'on a on a Pascal là-bas qui lève la main, qui connaît bien aussi ce sujet-là. Bonjour à tous, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Très bien. Oui, ok. Bonjour Afid, bonjour à toute la team. Bonjour. Alors, dans le cas effectivement de la stack, pour connaître un petit peu ce sujet de la revalorisation des palettes, il y a une singularité dans les palettes, c'est-à-dire que c'est de la palette adosserée, qui dit adosserée, c'est des palettes avec des jambes de force qui voyagent pas très bien. Donc, bravo à Afid pour la mise en place de cette action sur le terrain, parce que faire voyager des camions pour ramener quelques palettes qui encombrent beaucoup, c'était intéressant de le faire sur site. Moi, j'avais une interrogation. Est-ce que la réglementation du travail est pas venue un peu perturber cette mise en place dans la mesure où tu délègues donc tes salariés, j'imagine, sur le site, et au niveau réglementation en cas d'accident et autres, pour avoir abordé un petit peu le sujet avec certains clients, est-ce que tu as été confronté à quelques difficultés? Parce que les démarches RSE sont intéressantes, mais derrière, on peut avoir quelques difficultés. Donc, ma question était de savoir comment tu avais pu pallier à ce problème pour la réglementation du travail en ayant des salariés sur un site qui n'est pas le tien. Oui, j'entends. À vrai dire, après, c'est un peu la même lecture que les boîtes d'intérim, hein, où les agents qui interviennent lorsqu'ils font du nettoyage au sein de la structure, c'est une entreprise externe. Donc, il y a une législation effectivement qui couvre ces opérations-là. Après, dans le cadre des procédures, l'idée, c'est s'assurer qu'il y a un protocole de sécurité. Tout à l'heure, je rappelais ce qu'étaient des bonnes pratiques. Il y a des accès qui sont limités, puisqu'effectivement, on va directement sur zone pour pouvoir répondre aux besoins. Mais très honnêtement, aujourd'hui, le sujet, il a été abordé, puisqu'il n'est pas aisé de rentrer dans des sites comme cela et de se dire on va faire eux. Donc, il y a toute une démarche qui a été mise en place, mais c'est vrai que la question elle a été longuement réfléchie et bon, aujourd'hui, on a répondu à ces problématiques-là, mais on n'est pas à l'abri de d'autres sujets. C'est toujours on est dans une phase découverte aussi avec eux, même si le projet date depuis maintenant quelques années, mais il est important de considérer qu'on continue à faire évoluer les pratiques et à aujourd'hui, avec toute la notion de sécurité, puisqu'il faut aussi considérer qu'on équipe nos opérateurs, on s'assure qu'il n'y ait pas d'accident, on est très très prévoyant. Alors à la fois, parce que c'est aussi ça, et tu as raison de poser la question, à la fois nous, dès lors où on a des personnels délégués, on n'a pas envie d'avoir à gérer un accident, donc on est très très vigilant, mais c'est également vrai pour le client. C'est également vrai pour le client qui fait régulièrement des rondes en fin de journée pour voir si tout est à sa place, s'il n'y a pas de risque à lever, s'il y a des levées de doute et tout ça. Donc ça, c'est extrêmement important pour nous, hein, évidemment, pour nous, mais aussi pour le client. Ok.
Ok, et puis bravo dans la démarche. Alors pour rebondir sur l'interrogation de Mademoiselle Baudin, oui, il y a énormément de travail et il y a encore beaucoup trop de bennes à déchets qui sont remplies de palettes qui finissent en déchets bois, déchets A, déchets B. Et là, Afid, tu me rejoindras dans l'idée de dire on est là pour vous accompagner parce qu'il y a plein de petits acteurs locaux. On parlait de grands groupes, mais les grands groupes, les petites mains qui sont en périphérie des grands groupes ou des pôles logistiques, il y a énormément à faire. C'est un travail de longue haleine, oui, et c'est surtout une question d'hommes. Parce que moi, je suis désolé et effaré de voir toutes ces bennes qui finissent dans les bennes à déchets. Et là, on est prêt à vous accompagner et Afid pourrait nous rejoindre en étant partenaire au PILS pour dire faisons des audits sur site, regardons comment on peut sauver la planète si on trie un petit peu mieux nos poubelles et on évitera de couper des arbres et de déforester. Donc, dans la démarche RSE pour le recyclage bois et des palettes et de l'emballage en l'occurrence, il y a beaucoup de choses à faire et bravo dans l'initiative sur le terrain et on est effectivement prêt à vous accompagner pour tout ça. Merci. Merci à toi. Merci Pascal. Est-ce qu'il y a d'autres questions, notamment par rapport à donc l'équipe GSF et Vinci Facilities, ou France Frais aussi et son témoignage de démarche auprès des agriculteurs Moi, j'avais une question au niveau des achats responsables et du contexte actuel économique. Là, je le poserai peut-être à Monsieur Michel Auger. C'est-à-dire, quelle est aujourd'hui la démarche la plus intéressante dans un contexte pénurique où effectivement on sent une inflation des tarifs et que derrière ça, il y a des contrats qui sont signés, qui font état d'un certain pourcentage, mais qui ne prennent pas la réalité des coûts qui sont engagés. Je voulais savoir quelle démarche on pouvait entreprendre dans le cadre de ces... Est-ce que ça rentre dans les critères des achats responsables? Est-ce que c'est un achat responsable que de considérer qu'il y a une hausse chez son fournisseur et qu'on doit l'absorber avec lui pour l'accompagner? Ou est-ce qu'on reste que sur cette dimension vertueuse, écologique, mais tout en occultant les problématiques des entreprises qui sont aujourd'hui réelles, quoi? Oui, ben ça rejoint un peu tout à l'heure la question qui a été posée sur le prix par Valérie. Donc, il ne faut pas être complètement angélique. Le prix reste un élément déterminant, surtout quand on est dans une période compliquée, et c'est compliqué pour tout le monde. Et donc, la démarche d'achat responsable, encore une fois, elle pousse à ne pas prendre en considération que le prix. Parce que, comme disait Marie, trouver moins cher, on peut toujours, mais est-ce que ça va être durable? Voilà. Et donc, après, tout dépend du secteur d'activité et de la catégorie d'achat. Mais on achèterait de la même façon une prestation intellectuelle ou un bien ou un service. Donc, chaque catégorie d'achat a ses critères. Et donc, la démarche d'achat responsable, ça consiste à avoir un dialogue avec son fournisseur pour trouver le meilleur compromis. Et le meilleur compromis, le prix en fait partie, mais on ne peut pas, parce qu'on fait des efforts RSE, dire ça vaut plus cher. Sauf quand on est particulièrement innovant et que ça devient un avantage concurrentiel. Et donc là, ça peut justifier un écart de prix si l'acheteur considère que ça vaut la peine parce que cet avantage concurrentiel est important. Mais à partir du moment où tout le monde, où tous les fournisseurs de cette catégorie d'achat sont au même niveau, le prix redevient plus important. Voilà. Et donc c'est ce mixte entre la solution offerte et le prix qu'il faut arriver à calibrer. Voilà. Et c'est pour ça, et donc l'exemple que Marie Calotti donnait est tout à fait intéressant, parce que c'est par le dialogue qu'on peut cerner les vraies attentes du client sans aller au-delà de ce qu'il imagine. Et par contre, à partir du moment où le client a bien donné son cahier des charges et ce qu'il souhaite, ça laisse la liberté au fournisseur
pour faire preuve d'innovation, de créativité et se procurer un avantage concurrentiel. Donc, encore une fois, ce qu'on prône dans les achats responsables, c'est le dialogue et le respect mutuel. Voilà. Après, on peut ne pas être d'accord sur un produit, sur un prix, etc. Ça n'oblige pas à tout accepter et à tout faire. Mais ça oblige à être respectueux. Et ça ne change pas les process dans l'absolu, puisque dès lors où il y a une logique qui est empruntée, puisque lorsqu'on fait des appels d'offres, on a un round 1, un round 2, un round 3 qui traduit toujours la dimension tarifaire. Je veux dire, on n'est pas que sur une approche vertueuse, pardon. Oui, mais alors on a lancé la démarche il y a 15 ans maintenant. Hein, quand on l'a lancé, enfin, j'en faisais pas partie à l'époque, mais ceux qui ont lancé la démarche, on les prenait pour des doux rêveurs. Bon, on est arrivé à convaincre et à convertir 140 entreprises aujourd'hui. Donc, je ne sais pas combien il y en a en France, mais vous voyez, il y a la marge de progression qu'il y a. Bon, il y a 4 ans, il n'y avait que 50 labellisés. Donc, en 4 ans, on est passé de 50 à 140. Voilà. Donc, ça prouve l'intérêt de la démarche et le fait que ceux qui sont labellisés en parlent aussi à leurs fournisseurs, ben, ça provoque un cercle vertueux. Et la première démarche, ben, c'est signer la charte. Et encore une fois, la charte, c'est un engagement moral. Le label, ben, il y a un organisme certificateur qui vient vérifier que vous ne faites pas du greenwashing sur vos méthodes d'achat. Voilà. Oui, je voudrais profiter, excusez-moi, là, je voudrais prendre la parole 30 secondes. Là, je suis jamais payé. Je n'ai pas eu l'occasion de me présenter puisque j'ai eu quelques soucis de connexion au tout début. Je suis membre du CODIR Auvergne-Rhône-Alpes du Sénat et le précédent président. Bon, j'ai passé le relais à Pierre Conga pour différentes raisons, parce que j'ai d'autres activités bien prenantes maintenant au niveau national du CNA. Pour une mission d'accompagnement des présidents de CODIR. Donc voilà, comment dirais-je, il y a évolution dans mon statut, bien que je sois retraité, il faut le dire. Je voudrais simplement revenir très rapidement sur ce que disait Michel Auger à l'instant au niveau de cette fameuse charte des relations fournisseurs et achats responsables, pour rappeler que cette charte a été mise en place il y a déjà, comment dirais-je, plus de 10 ans, voire même 15 ans. Et en particulier, c'était à l'époque alors moi, j'étais déjà dans cette association, ça fait 20 ans que j'en fais partie. J'ai vu la progression, en tout cas, de cette notion d'achat responsable. Je rappelle donc effectivement que cette charte a été mise en place donc il y a une bonne quinzaine d'années, en particulier suite à une collaboration entre la médiation des entreprises, le CNA, bien évidemment, et puis aussi, surtout, à l'époque, Madame Christine Lagarde, qui était ministre de l'économie et des finances du président Sarkozy. Madame Lagarde, aujourd'hui, est actuellement, et je crois, directrice générale de la BCE, la Banque Centrale Européenne à Francfort. Donc voilà, il y a eu en 2000, je ne pourrais pas vous dire la date, mais en tout cas, il y a une bonne quinzaine d'années, on a considérablement travaillé sur ce sujet. Donc, on est bien sûr encore très impliqué. Et durant ma présidence de ces 3 dernières années, j'ai participé au Tour de France des achats responsables. J'avais organisé à Lyon, à la préfecture, avec en présence donc de membres de la préfecture et aussi du conseil régional. J'ai organisé cette remise de signature, en tout cas signature de la charte et du label, et je crois que Michel, tu étais présent, c'était en novembre 2023, donc c'était un bel événement avec une centaine de personnes. Voilà, en tout cas, on continue à dérouler, à développer cette notion de charte RFAR. Et je terminerai simplement avec un autre sujet. On parle effectivement de cette RSE qui est au centre de nos débats depuis maintenant une quinzaine d'années. Simplement, vous savez, avec les événements géopolitiques que l'on suit depuis quelques jours, depuis quelques années, c'est-à-dire 2022, si je ne me trompe pas, avec l'Ukraine, et juste avant avec le Covid, le métier d'acheteur a été aussi considérablement transformé, parce qu'effectivement, l'acheteur aujourd'hui s'occupe de grand nombre de sujets dans les entreprises, petites, moyennes et grandes, et cette notion de RSE a effectivement évolué au fil du temps.
Alors malheureusement, il y a peut-être une constante qui apparaît au fil du temps, c'est que, et je crois que Michel l'a dit, et je crois que vous l'avez compris, il y a cette notion de prix. Hein. Plusieurs personnes, je crois, durant cette matinée ont abordé ce sujet du prix. Effectivement, RSE, est-ce que ça va renchérir le prix? Alors, il y a une constante qui se passe, c'est qu'au gré de ces événements géopolitiques, hein, je vous rappelle, bon, on a eu le Covid, on a eu la guerre en Ukraine, on a maintenant ce gros problème géopolitique avec les conséquences qu'on ne connaît pas du tout. On ne sait pas du tout ce qui va se passer à court terme, à moyen terme et à long terme. En tout cas, malheureusement, la notion de prix est toujours le sujet central des acheteurs. Je ne voudrais pas dire que les acheteurs ne s'occupent que du prix, non, sûrement pas. Vous savez, il y a cette notion de ce qu'on appelle dans le langage des acheteurs le TCO. Le TCO, autrement dit, c'est le coût total de possession. Donc, on va intégrer un grand nombre d'éléments dans ce coût total de possession, dont la RSE. Mais, à nouveau, effectivement, vous voyez, au gré de ces aléas difficilement maîtrisables, géopolitiques, internationaux, le prix revient, c'est en fonction, je dirais même que ça change d'une année sur l'autre. On a, pour terminer, on a eu en début d'année une présentation des tendances achats par un cabinet parisien sur les tendances achats de cette année. Et il en ressort que cette année, le prix sera toujours, alors je ne dirais pas que ce sera le pivot central, mais ça restera toujours, c'est bien, c'est pas bien, je ne sais pas. En tout cas, la réalité, c'est que le prix reste quand même quelque chose d'important, tout en intégrant toutes ces notions de ce qu'on appelle dans le langage des acheteurs, ce qu'on appelle le TCO, hein, c'est un terme en anglais. En fait, c'est le coût total de possession qui va intégrer différentes notions. Et j'entendais il y a un instant une personne qui parlait des fournisseurs de rang 1, 2 et au-delà. Eh bien, effectivement, aussi, on va intégrer cette notion d'acheteurs, de fournisseurs, pardon, de différents niveaux de rang. Voilà, la RSE, en tout cas, reste un point important. Mais vous savez, on est acheteur, donc on est très attentif au prix pour nos entreprises. Voilà, c'est ce que je voulais simplement rajouter d'une manière peut-être courte, un peu longue, mais en tout cas, je tenais à le rappeler. Merci beaucoup. Isabelle Papin. Oui, alors moi je voulais juste poser une question à M. Tavernier qui a évoqué la notion de lait bas carbone. Et j'aurais voulu savoir ce qu'il entend par là. Alors, c'est une démarche de la filière laitière en général en France qui a été lancée il y a à peu près une dizaine d'années, qui consistait à diagnostiquer dans les exploitations laitières, faire un bilan environnemental, donc notamment émissions de gaz à effet de serre, et ensuite, à partir de là, de regarder quelles pouvaient être les méthodes pour réduire les émissions, notamment à la ferme, puisque, comme toujours dans la filière alimentaire, qu'on soit en production animale ou végétale, l'amont agricole pèse toujours énormément, écrase tout le reste, et dans l'élevage en particulier. Dans le bilan carbone de la coopérative ou du groupe, l'amont agricole, ça doit peser 80 et quelques pourcents du bilan carbone, et sur ces 80 et quelques pourcents, la moitié, ce sont les vaches elles-mêmes, quand elles ruminent, le fameux méthane des vaches. Et il aura échappé à personne qu'on ne décarbone pas une vache comme on peut décarboner une installation industrielle. Donc c'est un enjeu assez sympathique. Donc on travaille, nous, on a amené nos sociétaires à faire ces diagnostics environnementaux. Maintenant, il faut qu'on s'attaque quelles sont les actions qu'on peut mener. Donc on va essayer de les accompagner, notamment la nouveauté pour la coopérative, c'est qu'on va mettre en place dans la rémunération un complément de prix pour essayer d'inciter et récompenser ceux qui mettront en place les quelques bonnes pratiques qui peuvent baisser un petit peu les émissions carbone de l'amont. Mais voilà, c'est un chantier à très long terme, celui-là. La vraie solution, ça sera la sélection des races, donc il nous faudra quelques générations de vaches. Oui, mais je trouve ça chouette que vous puissiez proposer ça, en fait, justement, à vos agriculteurs. De fait, ça permet aussi de pérenniser ces emplois et pour le coup, dans la durée.
Alors, ça fait partie de toute façon, ça c'est le rôle de la coopérative. On est une coopérative de collecte, hein, on est une coopérative de taille moyenne par rapport à des très grandes coopératives qu'on peut avoir aussi en France. Et sur le marché du lait en Europe, il y a des très très grosses coopératives au niveau européen. Nous, on a cette chance, c'est que on peut voir une fois par an tous les sociétaires sans grande difficulté. Ils sont tous dans le département de la Manche quasiment, hein, où ils sont à 5 km des bords du département. Mais ça fait partie du rôle d'amener et de leur montrer, pour pouvoir valoriser les produits, pour pouvoir valoriser votre production, il y a des attentes sociétales, comment on peut y répondre progressivement. Et c'est tout l'équilibre après on parlait de prix, on ne va pas se cacher que dans le monde de l'alimentaire, la sensibilité au prix est assez forte. Alors même si on est spécialisé très fort dans la restauration, on vend quand même aussi en GMS. Et là, j'ai l'avantage d'être à la fois notre modèle, hein, on est producteur, transformateur et distributeur, on connaît les besoins de chacun des maillons. Et oui, quand on essaye de répercuter des hausses de tarifs, parce que décarboner une ferme, ça va, et si on veut augmenter le revenu des producteurs laitiers, il faut qu'on passe des hausses à l'aval. Et on sait que quand on passe des hausses à l'aval, le consommateur s'arrête et il se détourne du produit. Donc on essaye de jouer avec les deux, et c'est notre rôle de proposer des segmentations pour qu'on puisse essayer de viser différentes sensibilités du consommateur où il y aura une certaine adhésion à une pratique, y compris avec un prix un peu plus élevé. Mais on ne va pas se cacher qu'aujourd'hui, les démarches de lait équitable ou de lait pâturage non OGM ou la tentative de lait bas carbone, ça reste encore minoritaire dans les ventes. Ok, merci. Merci. Il est midi passé. Un grand merci à tous. J'ai trouvé, moi, les témoignages vraiment très, très riches et très divers. On voit que ça touche vraiment tout l'ensemble de l'économie française, hein, que nos achats responsables, on peut le faire aussi à différentes échelles, aussi bien à l'échelle d'une PME qu'à l'échelle d'un grand groupe. On peut aussi expérimenter, on peut tester. Merci pour vos témoignages, pour vos interventions. Valérie? Oui, j'espère qu'on aura inspiré tous nos participants parce que j'ai trouvé vraiment ces témoignages très inspirants. Donc, maintenant, à vous d'agir pour la suite, hein, je dirais. Merci. Merci à tous. Merci, au revoir. Cette vidéo sera partagée par nos deux réseaux. Voilà. On vous la communiquera bien sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Vu qu'on était police.